Bon, il y a quelques semaines, je vous ai proposé un iceberg sur les tueurs en série, que vous avez grandement apprécié. Du coup, voilà, on s'est posé une question. Est-ce que certaines des personnes qui ont croisé le chemin de ces tueurs, et qui heureusement n'ont pas fait partie des victimes, ont partagé peut-être déjà leur histoire? Eh bien, la réponse est oui. En fait, dans la majorité des cas, les témoignants en question n'ont réalisé que bien plus tard à quoi ils avaient potentiellement échappé, c'est-à-dire un mec complètement maboule. Alors ouais, rapprochez-vous. Si dans les histoires que je vous raconte habituellement, les rencontres partagées ne sont jamais agréables, eh bien imaginez-vous si on rajoute le paramètre meurtrier dans l'équation. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous rappelle la recette. Là, sur la chaîne Compte fait con, on est allé chercher des témoignages Reddit et on les a retranscrits sans rien dénaturer en rajoutant des voix off. Et au programme du jour, on verra une architecte d'intérieur qui a sans doute échappé au pire, une pause sur une aire d'autoroute qui aurait pu être la dernière et enfin une rencontre nocturne où le fait d'être en colère a sans doute sauvé la vie à une jeune femme. Alors, cette première histoire est racontée par Throwaway Creep 0911. Voilà, bon, on a renommé Lily, et donc son histoire, elle, remonte à la fin des années 2010, et elle s'est déroulée dans l'état de Virginie, donc aux États-Unis, mais on ne sait pas exactement la ville. Bon, voilà, à l'époque, Lily, elle travaille comme architecte d'intérieur. Plus précisément, son job est d'aller dans des maisons pour tout mesurer au millimètre près, et principalement quand les clients ont des projets de moquette ou de parquet. Ah, c'est vraiment important, quoi. Bref, quand son histoire se déroule, elle a 25 piges, et elle précise que c'est l'une des seules femmes à faire ce job. Elle a pour habitude de visiter entre 10 et 14 maisons par jour, en parcourant plusieurs villes. Bref, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Un jour, alors que Lily est complètement épuisée, elle doit visiter une dernière maison, au milieu de nulle part. Bon, quand elle arrive sur place, le client n'est pas là. Mais au bout de 10 minutes, il arrive enfin, et là, Lily le décrit de la façon suivante. Un homme, d'âge moyen, chauve, portant une tenue de bureau normale, avec une cravate et tout le reste. Bref, rien de fou, c'est un peu monsieur tout le monde. Il est un peu gêné, et d'ailleurs il s'excuse de son retard, avant de faire rentrer Lily dans la maison. Et là, en entrant, Lily remarque tout de suite que la maison est impeccable. Elle est vraiment nickel, quoi, ça fait vraiment plaisir à voir. Ça sent les produits d'entretien, mais bon, ça la choque pas plus que ça, ouais. C'est un mec qui est à cheval sur la propreté, quoi, on va dire. D'ailleurs, elle remarque qu'il a 2 chats et qu'ils ont l'air au top de leur forme. Mais il a commencé à agir bizarrement alors qu'on se dirige vers la première chambre. Il me dit un truc du genre « Waouh, mes chats t'adorent !» D'habitude, il n'aime pas les étrangers comme ça, alors que ces chats n'ont littéralement pas bougé, ni ne se sont rapprochés de moi pendant tout ce temps. Bref, je me contente de hocher la tête et de sourire pendant que je me mets au travail sur mon iPad, en faisant les mesures de la chambre principale. Il a alors commencé à me poser des questions sur les appareils que j'utilise, jusqu'à la première question glaçante. Est-ce qu'il garde une trace de l'endroit où tu te trouves, ce truc ? Et là, c'est le premier énorme red flag pour Lily qui se demande vraiment pourquoi ce type veut savoir si elle est traçable, quoi. Alors bon, elle lui répond que oui, son patron sait combien de temps elle passe dans chaque maison et qu'il peut donc la suivre à la trace. Ce qui est évidemment complètement faux. Elle l'invente parce qu'elle se dit que on sait jamais, le mec est un peu bizarre. Bon là, le type en question trouve ça incroyable et il enchaîne directement en disant à Lily de ne surtout pas toucher au pistolet qui se trouve sur la table de nuit. Et tout ça en rigolant un petit peu, quoi. Ce qui donne un peu la chair de poule à Lily. Elle lève alors les yeux de son iPad et elle constate que c'est vrai, il y a bien une arme qui est posée sur la table de nuit. Là, Lily nous explique qu'elle se met alors un peu en mode robot, en se comportant comme si tout était normal, que voilà, elle n'était pas perturbée par la situation, quoi. Après, je rappelle, c'est pas non plus si fou que ça, je veux dire, on est quand même aux États-Unis, le port d'armes est autorisé là-bas. Voilà, précision. Mais bon, après avoir pris les mesures dans cette chambre, avoir tout mesuré, quoi, le mec la dirige vers une deuxième chambre et il la prévient qu'ici également, il y a une arme sur la table de nuit. Et là, c'est à ce moment que Lily comprend qu'elle est potentiellement en danger. On laisse pas traîner des armes comme ça, en fait. Ça se fait pas. Bon, au début, elle essaye de se raisonner. Elle dit que tout ça, c'est à cause de son anxiété avec les armes à feu. Mais à ce moment-là, une espèce de tension insoutenable s'est établie entre elle et le mec, le propriétaire. Il n'y avait que 2 chambres à coucher dans le cahier des charges. Je me suis alors dépêchée de mesurer la deuxième chambre et je l'ai rejoint dans la cuisine. Mais il m'a interrompu alors que je lui expliquais le reste de la marche à suivre. Il m'a demandé si je pouvais mesurer les escaliers qui mènent au sous-sol, car il avait oublié de préciser ça et qu'il aimerait recouvrir les marches de moquette. Mon cœur s'est serré comme jamais, mais mon stupide cerveau, conditionné par le service clientèle, m'a empêché de dire non. Bon, là, le type conduit alors Lily jusqu'à la porte du sous-sol, et là, elle comprend rapidement qu'il n'y a aucun monde dans lequel, ce mec, il veuille vraiment recouvrir, les marches de son escalier de moquette. Parce qu'en effet, c'est un escalier en bois, et qui en plus mène à un sous-sol qui est non aménagé, donc non, on fait pas ça, quoi, ça n'a pas d'intérêt. Donc il lui a demandé de le faire pour une raison précise. Mais quoi ? Bon, Lily ne va pas refuser pour autant et donc elle fait semblant de faire le taf, sauf que malheureusement pour obtenir une mesure précise, elle doit descendre jusqu'au sous-sol.
Pendant ce temps-là, le mec se tient dans l'embrasure de la porte, en haut, en lui souriant, comme s'il la surveillait. Là, il demande une nouvelle fois à Lily si son patron sait bien où elle se trouve. Et ce à quoi elle répond une nouvelle fois positivement. Oui, il sait que je suis là. Bon, sachant que là, Lily, elle est toujours au sous-sol, et là, elle balaye la pièce du regard, et elle remarque alors qu'il n'y a pas un, mais 7 congélateurs qui sont alignés le long des murs. Très improbable quand même. Sachant qu'en plus, au milieu de la pièce, il y a un plafonnier qui est allumé et qui permet à Lily de savoir qu'il y a un vieux téléviseur, des cassettes VHS éparpillées sur le sol et un vieux fauteuil en face de la télé. Et derrière le poste de télévision, il y a 2 étagères blanches remplies de cassettes VHS. Bref, un endroit glauque au possible et en même temps un décor qui serait un peu parfait pour un film d'horreur ou un truc similaire. Mais elle préfère même pas y penser. À ce moment-là, Lily comprend qu'il y a 2 possibilités. Soit elle arrive à sortir de cette maison par elle ne sait quel miracle, soit elle va se faire enfermer dans ce sous-sol. Elle prend alors une profonde respiration et elle commence à remonter les marches. Et là, elle a l'impression que son cœur va exploser, tellement il bat fort. Et là, alors qu'elle arrive à quelques marches de la porte, tout en haut, elle voit que le comportement du mec change un peu, comme s'il hésitait à faire quelque chose. Mais quoi ? En tout cas, après quelques secondes qui ont paru interminables pour Lily, le mec s'écarte enfin et la laisse rejoindre le rez-de-chaussée. Je me dirige alors vers la porte d'entrée sans dire un mot. Mais il m'interpelle et me dit un truc du genre « Oh, avant de partir, tu veux pas donner une friandise à mes chats ? Ils t'ont tellement aimé. » Je vois qu'il tient un sac de friandises. Alors j'ai rapidement donné une friandise à ses chats, je l'ai remercié et je suis sortie de la maison en courant, en tapant le sprint de ma vie jusqu'à la voiture. À la seconde où j'ai quitté sa rue, j'ai eu une violente crise de panique et j'ai éclaté en sanglots. J'ai essayé d'appeler mon patron, mais il n'y avait aucun réseau. Alors bon, Lily nous le dit, mais la vérité, c'est que son patron n'aurait pas remarqué sa disparition avant au moins 24 heures, même plus. Il aurait sans doute fini par envoyer la police sur place, car c'était le dernier lieu connu de Lily, mais probablement qu'elle aurait été morte depuis, peut-être découpée dans le frigo, on ne sait pas. Après, elle continue son témoignage en nous disant qu'elle a ensuite souffert d'un syndrome de stress post-traumatique, vraiment, à la suite de cette expérience, et qu'elle était pétrifiée à l'idée de retravailler dans d'autres maisons, même si elle n'avait pas le choix. En tout cas, quand elle a enfin réussi à joindre sa boss, elle s'est un peu moquée d'elle en lui disant que mais non, le mec était juste bizarre, t'en fais des caisses. Mais bon, si tu veux, je ferai un signalement, voilà. Pas très convaincu quoi. En tout cas, avec le temps, Lily s'est dit qu'il fallait quand même avertir la police, mais comme elle était complètement chamboulée, elle se souvient ni du jour exact, ni même de l'adresse. Car elle dit quand même qu'en visitant une dizaine de maisons par jour, tous les jours, retrouver une adresse précise dans son historique Waze, c'est clairement pas possible. Et petit twist quand même, mais Lily finit son témoignage en s'excusant publiquement pour avoir appelé son post Reddit. J'ai rencontré un tueur en série en Virginie et j'ai failli être sa victime. Car en effet, c'était peut-être un peu putaclic, il n'y avait pas de preuve que le gars il avait vraiment tué des gens, même si elle avait eu la peur de sa vie. Eh bien voilà, c'est vrai que du coup ça fait quand même un peu froid dans le dos et même s'il n'y a pas de preuves, eh bien comme diraient les avocats, il y a des faisceaux d'indices quoi. En tout cas pour la prochaine histoire, là il n'y aura pas de putaclic parce que la personne qui va le partager s'est bel et bien retrouvée face à un tueur en série, même si elle ne l'a réalisé que bien plus tard. Bon, cette deuxième histoire est partagée par un certain Pawsome Rex, qu'on renomme juste Rex, pour que ce soit plus simple, voilà. Et lui, il a partagé son histoire au début des années 2020. C'est très récent. Même si son histoire à lui, précisément, remonte à septembre 2002. Et à l'époque, sa femme est à son 7e mois de grossesse, et elle veut organiser là une baby shower. En gros, donc, c'est une petite fête où t'invites des gens pour annoncer, voilà, il y a le futur bébé, youhou, trop bien, quoi. Là, le problème, c'est qu'ils habitent dans l'Ohio, et la majorité de leur famille et leurs amis proches sont à Baltimore, ce qui en vrai fait une petite trotte. Bon, en tout cas, la fête est prévue pour le samedi 19 octobre 2002. Sauf que quelques semaines avant, le 3 octobre, eh bien Rex apprend qu'un tueur en série sévit dans la région de Baltimore et de Washington. Et là, après d'interminables discussions, Rex et sa femme se disent que celui que les médias nomment le sniper de Beltway a statistiquement peu de chances de croiser leur route. D'ailleurs, il y en a qu'un, il y a des millions de gens, quand même quoi. Bref, à la dernière minute, ils décident de partir quand même en empruntant la Pennsylvania Turnpike jusqu'à la I-70. Puis de la I-70 à travers Hagerton et Frederick jusqu'à Baltimore. C'est un peu chiant, mais regardez sur la carte, c'est un peu plus parlant. Ça donne ça. Donc voilà, là nous sommes donc le vendredi 18 octobre 2002, il est à peu près 17h30. Là, Rex et sa femme donc se mettent en route et il récupère sa mère et sa demi-sœur avant de partir vers Baltimore. Bon, le début du voyage se déroule tranquillement, sans aucun incident. Sauf que Rex avait prévu quand même une sorte de plan pour que personne ne soit isolé à aucun moment durant leur voyage. Dans le sens où personne ne doit à aucun moment se retrouver tout seul. Un peu comme, vous savez, la célèbre phrase dans les films d'horreur. Écoutez, j'ai un plan, on est 4, on va faire 4 groupes de 1. Ça vous va? On se sépare. Non, pas ça du coup.
coup, donc il évite. Par exemple, s'il y a besoin de s'arrêter quelque part, tout le monde sort de la voiture, personne ne reste dedans. Et il faut toujours avoir les autres dans le champ visuel les uns des autres. Bref, le gars est prévoyant. Vers 1h du matin, donc 7-8 heures après être parti, on a eu besoin de faire une pause pour aller aux toilettes. Je décide donc de m'arrêter sur une aire de repos, près de Frédéric. Et je cherche à me garer en face de la porte d'entrée du bâtiment des toilettes, histoire qu'il y ait le moins de distance à parcourir. L'aire de repos est en grande partie vide, mais il y a une berline 4 portes bleu foncé, dernier modèle, garée face à la porte des toilettes. Je me gare donc à côté, et on a rapidement repassé toutes les règles en revue. Si je finis le premier, j'attends tout le monde et on retourne à la voiture tous ensemble. Bon, là, le petit groupe sort alors de la voiture dans une certaine tension, et ils se dirigent tous vers les chiottes. Et là, en allant vers les toilettes, Rex ne fait pas trop attention aux voitures qui sont autour. Voilà, mais juste, il s'assure qu'il n'y en a pas une qui va s'ouvrir en grand avec un mec qui sortirait, par exemple. Bref, Rex est le premier à aller aux toilettes, il fait sa petite affaire et il ressort. Et là, il est de nouveau à la sortie. Sauf que vous voyez, là, il est pas complètement à l'extérieur et donc il y a une sorte de mur en verre qui lui permet de voir l'extérieur. Et donc, il en profite pour scruter le parking, pour voir s'il n'y a pas un truc anormal, quoi. Comme il ne voit rien de flippant ou de bizarre, à un moment, il porte quand même son attention sur une berline bleue. Et là, sur le siège, il voit 2 hommes afro-américains. Et celui qui se trouve derrière le volant est d'âge moyen, mais surtout, il est réveillé car il regarde fixement Rex. Et là, sur le siège passager, il y a un adolescent qui est complètement endormi. Je vais pas mentir, ça me fait vraiment froid dans le dos que ce mec me fixe. Concernant le tueur, les autorités n'ont pas donné d'informations sur les tireurs d'élite. Et je ne connais donc pas leur mode opératoire, s'il y a des signes particuliers ou quoi que ce soit d'autre. Bref, quelques longues minutes passent avant que ma famille revienne, et on a tous couru vers la voiture. En quelques secondes, on a quitté l'aire d'autoroute pour reprendre notre trajet. Néanmoins, Rex dit quand même qu'il y a un petit quelque chose qui avait titillé sa curiosité. Quelque chose de bizarre au niveau du coffre de la berline bleue. En fait, il nous raconte que durant son enfance, sa famille était pauvre. Et il leur arrivait parfois de faire sauter la serrure cassée du coffre de leur bagnole pour pouvoir l'ouvrir. Technique un peu de schlag, quoi. Tu vois. Et là, en voyant le coffre de la berline bleue, il s'est dit que ces mecs avaient sans doute dû faire la même chose parce qu'il y avait un trou assez caractéristique à côté de la serrure. Sauf que c'est une berline bleue, a priori les mecs sont pas dans le besoin. Pourquoi ils auraient fait ça ? Bref, le trajet se termine, ils font leur baby shower, ça s'est bien passé, et là, toute la famille est contente. Mais bon, après, durant tout leur séjour dans l'Ohio, ils ont fait attention à ne pas manger dehors. Ils ont passé tout le séjour dans la maison de la mère, à Baltimore, que ce soit pour manger ou pour dormir, dans le doute. Puis, à la fin du week-end, ils ont pris une autre route, beaucoup plus sonore, histoire de se sentir un peu plus en sécurité, et là, après un long trajet, ils sont arrivés chez eux. Là, petit saut dans le temps pour nous, et on se retrouve une semaine plus tard. À ce moment-là, les autorités ont enfin mis la main sur le tueur, et plus précisément sur les tueurs. Vous pouvez imaginer les frissons qui m'ont parcouru l'échine lorsque j'ai ouvert le journal. J'ai alors vu le visage de l'homme, qui était bien évidemment celui qui m'avait dévisagé lorsque nous nous étions arrêtés pour faire pipi sur l'aire de repos. Un homme, nommé John Allen Muhammad, qui donnait l'impression de me fixer à travers ce journal. Il y avait aussi une photo de la voiture à côté de laquelle nous nous étions garés, et plus effrayant encore, l'information selon laquelle ils avaient été capturés exactement sur la même aire de repos où nous nous étions garés à côté d'eux environ une semaine plus tôt. Et du coup, pour Rex, après avoir lu le journal, le jeune gamin, le garçon qui était à côté du conducteur, ça ne pouvait être que Lee Boyd Malvo, qui était donc le complice. Rex comprend aussi en lisant l'article que le petit trou dans le coffre n'était pas du tout lié à un problème de serrure. Parce qu'en effet, le sniper restait dans sa voiture pour abattre ses victimes. Et en fait, le petit trou, il servait à faire passer le canon. Donc en fait, il devait tirer depuis le coffre de la bagnole, pour pas être vu. Bon, là, Rex termine son témoignage en disant que la nuit de leur rencontre, les 2 hommes étaient sans doute en train de se reposer vu qu'ils étaient à l'avant de leur bagnole. Et que, sans doute, à ce moment-là, ils n'étaient pas en condition ni avec l'envie de vouloir buter des nouvelles personnes. Et donc, le duo Muhammad et Malvo a finalement fait 17 victimes en quelques mois, en plus d'avoir blessé une dizaine de personnes. Et après ça, si Muhammad a été condamné à mort, Malvo, donc le petit, lui, a été condamné, lui, à perpétuité. Bon, en tout cas, si Rex ne le précise pas en fin de son témoignage, il y a quand même de fortes chances pour qu'il soit encore marqué par cet événement, même 20 ans plus tard. Bon, en tout cas pour notre 3e et dernière histoire, là, la confrontation sera encore plus concrète et prendra une tournure bien inattendue. Bon, cette dernière histoire est racontée par une certaine Yepit Skate, qu'on a renommée Kimberly. Et ce qu'elle nous partage, ça s'est déroulé en 2006 alors qu'elle était étudiante à Phoenix, donc encore une fois, États-Unis. D'ailleurs, elle nous précise qu'elle vivait dans un appartement hors du campus, dans une grande rue de Phoenix, appelée Baseline. Et bien évidemment, ce sont des détails importants. Bon, en tout cas, au cours de l'été 2006, il fait chaud, voilà. Mais surtout, c'est pas la joie à Phoenix, car il y a 2 tueurs en série qui sont dans le coin.
Déjà, il y a le Phoenix Shooter, qui finalement était une équipe de 2 personnes qui tiraient au hasard sur des gens, voilà. Et il y a le Baseline Killer, qui en plus d'être un tueur, violait également la plupart de ses victimes. L'ambiance est un peu particulière, je vous dis. On n'est pas hyper bien. Et là, sans trop de surprise, ces 2 tueurs étaient au cœur de toutes les discussions. Et là, la presse nationale, comme par exemple le Time ou même le Newsweek, en parlait aussi. Bref, à ce moment-là, on est au mois d'août, et comme je vous l'ai dit, il fait très chaud à Phoenix. Donc, Kimberly dort la fenêtre ouverte, histoire de pouvoir profiter un peu de l'air frais de la nuit. On connaît ça, là, la canicule en ce moment, à Lyon, il fait hyper chaud, on compatit. Bref, tout se passe bien, on va dire, sauf qu'un matin, il y a un bruit étrange qui la réveille. Là, elle regarde l'heure, et il est à peine 4h45. Le soleil commence tout doucement à se lever. Bref, Kimberly a du mal à identifier le bruit, mais on dirait quelqu'un qui tapote contre la fenêtre. Mais bon, vu qu'elle a complètement la tête dans le cul, elle se dit que ça peut être un oiseau ou des branches qui tapent à cause du vent. Sauf que le bruit dure quelques secondes, puis plus rien. Et après 90 secondes de silence, très exactement, c'est à peu près le chiffre qu'elle a avancé, le tapotement reprend. Et là, Kimberly réalise à ce moment que c'est peut-être intentionnel. En fait, ça peut pas être juste le hasard qui fait ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Je pense alors que c'est mon petit ami qui trouve ça mignon d'essayer de me faire peur, vu qu'il le fait de temps en temps. Je décide de faire la maligne et de le faire attendre, mais en fait, ça commence rapidement à m'énerver. Je me demande quel est l'intérêt de faire une farce de ce genre, mais c'est tout à fait son style. Pendant ce temps-là, le bruit de tapotement continue, et je décide de me lever pour aller chercher un verre d'eau, toujours dans l'idée d'embêter mon stupide petit ami qui trouve ça drôle. Bon, là, en revenant dans sa chambre, Kimberly voit un mouvement à travers les fentes des stores. Bon, là, elle se rapproche pour tirer les stores et voir à l'extérieur qu'est-ce que ça peut être. Et là, ce qu'elle voit à ce moment, ce n'est pas du tout son petit ami, mais une autre personne, un autre individu. Là, sous le coup de la colère, elle crie alors « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et là, le mec est un peu surpris de la réaction de Kimberly. Et elle nous dit à ce moment de son récit, Kimberly, que le visage de ce type doit être imprimé à vie dans son cerveau. Et plus précisément, ses yeux et ce qu'il dégageait. En fait, Kimberly nous dit qu'il n'y a pas de mots pour le décrire à quel point ses yeux sont terrifiants. Il a des orbites noires, comme des orbes noirs sans aucun blanc dedans. En fait, des yeux de prédateurs qui font penser à des photos de Ted Bundy ou même de Charles Manson. Bon, déjà, quand elle avait vu ça en photo, ça la mettait mal à l'aise. Mais là, imaginez de les voir à quelques mètres de vous. En tout cas, elle sent qu'il y a quelque chose, c'est ce type qui va pas du tout. Déjà, il est accroupi à quelques mètres, il a un pantalon sombre, une chemise violette, sombre et un chapeau Nike très sombre également. Il a la peau foncée et Kimberly pense qu'il est hispanique. Malgré tout ça, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de lui crier « What the fuck ?» De son côté, il commence alors à chuchoter et me demande s'il peut parler avec moi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est flippant d'entendre une question comme ça, et j'en ai honnêtement encore des frissons rien qu'en y repensant. Au même moment, ses mains se dirigent vers sa taille comme s'il cherchait quelque chose, et à ce moment-là, la seule chose qui nous sépare est un mince grillage. L'interaction n'a duré que quelques secondes, mais pour une raison quelconque, j'ai pensé à Ted Bundy, et à la façon dont il faisait semblant d'être infirme pour s'en prendre à ses victimes. Et j'ai aussi pensé à ma mère, qui me disait de ne pas être gentille avec les étrangers. Là, après quelques secondes qui ont paru une éternité, Kimberly répond simplement « Putain mais non, dégage d'ici, connard !» Puis elle ferme la fenêtre avec rage et elle la verrouille dans la foulée. Bon, le premier sentiment déjà qui la submerge à ce moment-là, c'est la colère. Parce que quelqu'un a eu l'audace de perturber son sommeil. Oui, elle est un peu sur les nerfs. Là, elle retourne alors se coucher énervée, mais elle va quand même se demander si elle n'a pas été un peu trop méchante avec ce mec. Parce que peut-être en réalité, il avait besoin d'aide. Bon, il était bizarre, mais il n'avait pas non plus l'air si méchant. Même si ça n'avait pas trop de sens de tapoter à sa maison et lui chuchoter quelque chose dans la foulée. Mais bon, en tout cas, à ce moment-là, elle était trop énervée, trop sous l'émotion, donc elle n'a pas réussi à s'endormir. Bon, au petit matin, elle parle de ça à sa colocataire dans la cuisine. Vous remarquerez, elles ont quand même des maisons sympas, donc c'est sans doute pas la sienne, et vous avez l'idée, c'est une cuisine. En tout cas, sous le ton de la rigolade, sa coloc a dit « Ah, mais peut-être que c'est le Baseline Killer !» Bon là, à ce moment-là, Kimberly, elle se dit « Putain, mais peut-être elle a raison en fait, peut-être je l'ai pris trop à la légère le mec, mais peut-être c'est lui. » Et c'est à ce moment-là où elle se souvient des photos qu'elle avait vues justement dans les journaux où il dépeignait le tueur. Elle se dit ça coïncide quand même pas mal avec ce qu'elle a vu avec ce mec-là qui était accroupi en train de lui chuchoter. Sauf que le truc c'est que sur le portrait robot, il avait des dreadlocks, alors que lui, la nuit dernière, il n'en avait pas. Voilà, du coup elle est un peu troublée et donc dans la foulée, elle va appeler la police de Phoenix. Et là, l'inspecteur avec qui elle parle au téléphone lui dit que en fait, ça ressemble à son mode opératoire. Concrètement, en fait, c'est ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que, du coup, le tueur a l'habitude de parler à sa victime pour essayer de la déstabiliser avant de se jeter sur elle. L'inspecteur m'a dit que le fait de réagir avec énormément de colère m'avait sans doute sauvé la vie,
car il ne s'attendait pas du tout à ça, et il est passé à autre chose. Le seul truc qui cloche, c'est que, pour moi, le type avait l'air hispanique, et le policier que j'avais au téléphone m'a dit que c'était un homme noir, selon énormément de témoins. Au début, je pensais que la police voudrait venir pour prendre des empreintes ou quoi que ce soit, mais je n'ai jamais eu de nouvelles de leur part. Bon, suite à ça, les parents de Kimberly ont bien évidemment paniqué et ils lui ont acheté un couteau ainsi que du spray au poivre, au cas où, on sait jamais. Voilà. En tout cas, Kimberly, elle, a été pas loin d'acheter une arme à feu. D'ailleurs, elle dit qu'elle a rapidement déménagé au 2e étage du même immeuble pour être moins vulnérable qu'au rez-de-chaussée, c'est clair. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, le 4 septembre 2006, ils ont arrêté le tueur et c'est un certain Mark Goudeau. Et là, quand Kimberly a vu la photo dans le journal, elle a été aussi soulagée que dégoûtée. Parce que maintenant, elle le sait, c'était bien celui qui était en bas de sa fenêtre cette nuit-là. Goudeau a été condamné finalement à pratiquement 100 chefs d'accusation, dont 9 meurtres, 13 kidnappings, 23 agressions sexuelles ou même 12 vols à main armée et 14 agressions avec violence extrême. Il a été condamné à mort, même si aujourd'hui, 18 ans après les meurtres, il attend toujours dans le couloir de la mort. En tout cas, très clairement, Kimberly, elle, ce jour-là, elle s'en souviendra toute sa vie. Eh bien voilà, j'espère que de votre côté, vous n'avez jamais rencontré de tueur en série, même si, ce qui est quand même intéressant, comme on l'avait dit en fait dans mon iceberg sur les tueurs en série, c'est qu'en fait quand on en croise un et qu'il est pas en train de nous découper en rondelles, on peut pas le savoir. Généralement, on aurait tendance à dire mais c'est étonnant, j'aurais jamais pensé ça. Quand j'étais avec lui, il était adorable. Il s'occupait bien de ses chats, il était bien apprécié des voisins. Enfin vraiment, j'aurais jamais imaginé ça. Donc voilà, c'est amusant en fait de voir l'écart qu'il peut y avoir entre les véritables intentions d'une personne et puis l'image sociale en fait qu'il renvoie. Alors pas tout le temps, mais néanmoins, s'il est pas en train de se mettre à quatre pattes à vous chuchoter des choses, peut-être que vous voyez pas du tout la différence, quoi. Et du coup, qui sait, peut-être que vous avez déjà rencontré beaucoup de personnes qui étaient très bizarres, peut-être même qu'on fait des choses très peu recommandables, sauf que vous ne le savez pas et que vous les avez côtoyées. Bon, l'idée c'est pas de vous faire flipper, mais sur ce, restez sur vos gardes quand même. Voilà, qu'est-ce qu'on se dit nous? Qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, on se dit à la prochaine vidéo alors. Je pense que c'est le mieux. Bonne nuit.